Mes parents ont appelé mes enfants de seconde classe et les ont enfermés dans une cave moisie, mais ils ne savaient pas ce que j'avais déjà mis en marche. Je suis Agathe, 35 ans, et mère des jumeaux de 10 ans les plus merveilleux qu'on puisse imaginer. Après mon divorce il y a 2 ans, mes parents nous ont offert leur maison comme bouée de sauvetage. Je pensais que la famille s'entraidait. Puis mon frère chéri a eu un bébé, et soudain mes enfants sont devenus invisibles, traités comme des invités indésirables dans la maison de leurs propres grands-parents. Mais ce que mes parents ne savaient pas, c'est que j'avais secrètement planifié notre évasion pendant des mois. Quand ils ont finalement franchi la ligne ce jour d'octobre en déplaçant mes enfants dans une cave dangereuse pour faire de la place à leur précieux petit-fils, j'ai simplement souri et prononcé 3 mots qui ont tout changé à jamais. Ce qui s'est passé ensuite vous choquera, car parfois la meilleure vengeance est de prouver à quel point les gens se trompent sur votre force. L'histoire que je vais vous raconter a commencé bien avant ce jour dévastateur d'octobre où mon monde a basculé à jamais. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, je dois vous ramener au point de départ, un divorce apparemment anodin qui allait ébranler toutes les suppositions de ma famille sur qui j'étais et de quoi j'étais capable. Quand mon mari Julien et moi nous sommes séparés après 12 ans de mariage, le sol sous mes pieds a complètement disparu. Nous avions construit toute notre existence autour de sa carrière de développeur informatique, tandis que je travaillais à temps partiel comme infirmière pédiatrique pour m'adapter aux horaires de nos jumeaux. Les papiers du divorce n'ont pas seulement mis fin à un mariage, ils ont anéanti les fondations financières que je croyais sûres à jamais. Soudain, je me suis retrouvée avec la garde partagée, une pension alimentaire minimale qui couvrait à peine les courses, et la réalité terrifiante que je devais travailler à plein temps pour subvenir à mes besoins et à ceux de mes enfants. Les jumeaux, Théodore et Margot, n'avaient que 8 ans à l'époque, et ils avaient du mal à comprendre pourquoi papa ne vivait plus avec nous et pourquoi maman pleurait si souvent derrière des portes fermées. Mes parents, Françoise et Henri, vivaient dans une maison bourgeoise spacieuse à Lyon-Presqu'île, à seulement 20 minutes de l'hôpital pédiatrique où je travaillais. Quand ils nous ont offert leur maison comme solution temporaire, cela m'a semblé être une intervention divine. Juste le temps que tu te remettes sur pied, avait dit mon père, sa main lourde sur mon épaule alors que nous nous tenions dans le hall d'entrée immaculé, entourés de mes cartons emballés à la hâte. La famille prend soin de la famille. J'étais reconnaissante au-delà des mots, malgré l'histoire compliquée qui avait toujours défini ma relation avec eux. En grandissant, j'avais été l'enfant responsable, celle qui suivait chaque règle, répondait à chaque attente, et ne causait jamais un moment d'ennui. Mon frère cadet Antoine, d'autre part, avait toujours été l'enfant doré qui ne pouvait absolument rien faire de mal. Pendant que je passais 8 années épuisantes à me battre pour obtenir mon diplôme d'infirmière, me spécialisant en pédiatrie parce que j'aimais vraiment travailler avec les enfants, Antoine avait abandonné l'université après 2 semestres pour lancer quelques vagues entreprises technologiques. Mes parents avaient financé ses rêves d'affaires sans hésitation, et maintenant, à 32 ans, il gagnait 6 chiffres pendant que je repartais de zéro. Le modèle de favoritisme était si profondément ancré dans notre dynamique familiale que j'avais arrêté de le remarquer il y a des années. C'était juste comme ça, Antoine était spécial, et j'étais fiable. Théodore et Margot étaient des enfants remarquables, chacun avec des personnalités qui ne cessaient de m'émerveiller. Théodore était notre petit artiste, toujours en train de dessiner des mondes fantastiques élaborés ou de construire des structures impossibles avec tout ce qu'il pouvait trouver. Sa sensibilité rendait parfois la navigation dans la vie difficile pour lui, mais elle lui donnait aussi une empathie rare chez quelqu'un de si jeune. Margot était notre athlète et avocate, courageuse et confiante, toujours la première à prendre la parole quand elle était témoin de quelque chose d'injuste. Elle avait hérité de mon caractère têtu et de l'esprit vif de Julien, une combinaison qui m'enthousiasmait et m'effrayait à la fois. Malgré les bouleversements du divorce et de notre déménagement, les 2 enfants s'adaptaient remarquablement bien. Leurs notes restaient bonnes, ils s'étaient fait des amis dans leur nouvelle école, et ils semblaient sincèrement apprécier passer du temps avec leurs grands-parents. Notre arrangement de vie initial semblait durable et même réconfortant. Mes parents avaient transformé leur bureau en une chambre joyeuse pour les jumeaux, avec des lits superposés et des rideaux colorés. J'avais pris en charge la chambre d'amis, ce qui semblait luxueux après l'appartement exigu que Julien et moi avions envisagé pendant nos négociations de séparation. Je contribuais ce que je pouvais aux dépenses du ménage, faisais la plupart de la cuisine puisque j'aimais vraiment ça, et m'assurais que Théodore et Margot respectaient l'espace et les routines de leurs grands-parents.
Quand je travaillais mes services de 12 heures à l'hôpital, parfois incluant des rotations de nuit, mes parents aidaient avec les sorties d'école et la supervision des devoirs. Le plan était simple: économiser assez d'argent pour une caution et le premier mois de loyer dans notre propre appartement en un an. J'étais méthodique à ce sujet, prenant des services supplémentaires chaque fois que possible et mettant de côté chaque euro que je pouvais épargner. Le marché immobilier à Lyon était cher, mais j'étais déterminée à donner à mes enfants la stabilité qu'ils méritaient. Je pensais avoir tout sous contrôle. Je pensais que nous construisions vers quelque chose de mieux. Puis Antoine et sa femme Céleste ont eu leur bébé, le petit Maxime, et toute la fondation de notre famille s'est déplacée du jour au lendemain. Mes parents avaient toujours favorisé Antoine, mais leur réaction à son premier-né était quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. En quelques jours après la naissance de Maxime, ils avaient transformé leur salle à manger formelle en une crèche élaborée, avec un berceau qui coûtait plus que mon salaire mensuel, malgré le fait qu'Antoine et Céleste possédaient une maison de 4 chambres à moins de 10 km. Ils ont racheté de l'équipement de bébé coûteux qui ne serait utilisé que lors des visites, une station à langer high-tech, une chaise berçante spécialisée, même un système de babyphone professionnel. Ma mère a commencé à annuler tous les plans d'aide avec Théodore et Margot dès qu'Antoine appelait avec le moindre besoin. Ton frère a besoin de plus de soutien en ce moment, expliquait-elle quand je demandais pourquoi elle ne pouvait pas aller chercher les jumeaux à leur programme périscolaire. Il est nouveau dans la parentalité. L'ironie que j'étais une mère célibataire gérant tout seul depuis plus d'un an lui échappait complètement. Au début, j'ai essayé d'être compréhensive. Les nouveaux bébés étaient excitants, et c'était leur premier petit-fils. Théodore et Margot avaient été leurs seuls petits-enfants pendant 10 ans, alors peut-être qu'ils appréciaient simplement la nouveauté d'un petit bébé dans la maison. J'ai encouragé mes enfants à être patients et gentils, leur expliquant que le petit Maxime avait besoin d'attention supplémentaire parce qu'il était si petit et sans défense. Grand-mère et grand-père sont juste excités, leur disais-je quand ils demandaient pourquoi ils ne pouvaient plus jouer dans le salon parce que le bébé dormait. Le favoritisme a commencé subtilement, de manière qui pouvait facilement être écartée comme coïncidence ou surréflexion. Des cadeaux de Noël qui étaient nettement plus chers pour Maxime que pour mes enfants. Des commentaires sur la façon dont Maxime ressemblait exactement à Antoine bébé, tandis qu'on avait toujours dit que Théodore et Margot ressemblaient plus à la famille de leur père qu'à moi. De petites choses peut-être, mais elles s'accumulaient comme des gouttes d'eau remplissant lentement un seau. J'ai essayé de compenser en créant du temps spécial juste pour nous. Nous allions au parc Bellecour lors de mes jours de congé, avions des soirées cinéma dans ma chambre avec du pop-corn et du chocolat chaud, ou faisions des excursions de week-end au musée des Confluences. J'ai commencé un tableau d'épargne collé sur mon miroir de salle de bain où les enfants pouvaient voir nos progrès vers notre propre appartement. Juste quelques mois de plus, leur promettais-je en coloriant une autre case représentant 100 € de plus économisés. Nous aurons notre propre maison à Noël. Mais alors que le printemps se transformait en été, la tension dans la maison s'épaississait chaque semaine qui passait. Mes parents devenaient de plus en plus critiques de chaque décision parentale que je prenais, de ce que je donnais à manger aux jumeaux à leurs heures de coucher et combien de temps d'écran ils étaient autorisés. Pendant ce temps, Antoine et Céleste ne pouvaient absolument rien faire de mal avec Maxime, même quand ils arrivaient des heures en retard au dîner de famille ou annulaient des plans à la dernière minute parce que le bébé avait une journée difficile. Je me suis retrouvée à marcher sur une corde raide impossible, essayant de protéger mes enfants de la réalité croissante que leurs grands-parents les traitaient différemment tout en essayant de maintenir la paix dans un ménage où j'avais désespérément besoin d'aide. Je ne pouvais pas me permettre la garde d'enfants en plus d'économiser pour notre déménagement, et l'aide de mes parents avec les récupérations et la supervision des devoirs était la seule chose qui rendait mon horaire de travail possible. À la fin de l'été, mon compte d'épargne croissait régulièrement, et j'avais calculé qu'en novembre, j'aurais assez pour un modeste appartement de 2 chambres dans un bon arrondissement scolaire. Juste 3 mois de patience de plus, me disais-je. 3 mois de plus à me mordre la langue quand ma mère rejetait l'enthousiasme de Théodore pour son admission au salon d'art de l'école. 3 mois de plus à regarder mes parents se pâmer sur Maxime tout en remarquant à peine l'exploit de Margot d'intégrer l'équipe de football avancée. Je n'avais aucune idée à quel point les choses allaient empirer avant que ces 3 mois ne soient écoulés. La situation a dramatiquement escaladé un mardi de septembre quand Antoine a convoqué ce qu'il a pompeusement appelé une « réunion de famille ».
Lui et Céleste étaient assis à la table de cuisine de mes parents avec le bébé Maxime, qui était vêtu d'une tenue qui coûtait probablement plus que tout mon budget alimentaire hebdomadaire. Nous avons des nouvelles excitantes, annonça Antoine, son attention entièrement focalisée sur nos parents plutôt que de reconnaître ma présence. Nous faisons enfin cette grande rénovation de notre maison, celle dont nous parlons depuis des lustres. Ma mère joignit les mains avec un plaisir sincère. C'est merveilleux, chérie. Tu planifies cette rénovation de cuisine depuis si longtemps. Le truc, c'est, continua Céleste en faisant rebondir Maxime sur son genou d'une manière qui me semblait théâtrale, nous aurons besoin d'un endroit où rester pendant la construction. Ça devrait être seulement environ 6 à 8 semaines, selon notre architecte. Avant même que je puisse traiter ce qui se passait, mon père acquiesçait avec enthousiasme. Vous resterez ici, bien sûr. Nous avons assez de place. Je me suis éclairci la gorge prudemment. En fait, nous sommes déjà assez serrés avec nous 5. J'ai fait un geste vers moi, les jumeaux et mes parents. Peut-être pourrions-nous vous aider à trouver un bon appartement-hôtel ? Je serais heureuse de rechercher des options dans votre gamme de prix. Ma mère me lança un regard qui aurait pu geler le feu. La famille aide la famille, Agathe. C'est seulement temporaire. Et comme ça, sans plus de discussion, la décision était prise. Personne ne demandait ce que je ressentais. Personne ne considérait ce que cela signifierait pour Théodore et Margot. Personne ne reconnaissait qu'on m'avait dit la même chose sur notre séjour temporaire qui approchait maintenant la marque des 2 ans. Antoine et Céleste ont emménagé le week-end suivant, et les changements étaient immédiats et bouleversants. Mon père les a aidés à installer un berceau portable dans leur chambre pour Maxime, bien qu'il n'ait jamais une seule fois offert d'aider à assembler les lits superposés des jumeaux quand nous avions emménagé. Ma mère a vidé tout un dressing pour la garde-robe étendue de Céleste, tandis que mes affaires étaient restées dans des valises pendant des mois avant que j'achète finalement une petite commode du marché aux puces. Soudain, on disait constamment à Théodore et Margot de garder leur voix basse toute la journée parce que Maxime dort. Leurs jouets, qui avaient été limités à leur chambre et un petit coin du salon, étaient maintenant considérés comme du désordre et répétément rassemblés dans des boîtes stockées au sous-sol. La télévision, qu'ils avaient été autorisés à regarder pendant 1 heure après avoir terminé leurs devoirs, était maintenant perpétuellement réglée sur les émissions que Céleste voulait regarder pendant les temps de tétée de Maxime. Quand je suis rentrée d'un service particulièrement épuisant un soir, j'ai trouvé Margot assise seule sur la véranda arrière, ses épaules tremblant de larmes silencieuses. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie ?» ai-je demandé en m'installant à côté d'elle sur les marches en bois patiné. Grand-mère a dit que je faisais trop de bruit avec ma corde à sauter dans le jardin, renifla-t-elle. Mais Maxime ne dormait même pas. Il était dans le salon avec tante Céleste, jouant avec ses jouets. Elle ne voulait juste pas m'entendre compter mes sauts pour le défi fitness de l'école. Cette même semaine, Théodore est rentré de l'école vibrant d'excitation pour un projet artistique sur lequel il avait travaillé. Il avait été sélectionné pour représenter sa classe dans une exposition départementale, un grand honneur qu'il espérait tout le semestre. Quand il a essayé de montrer à ma mère sa pièce gagnante, un dessin détaillé de notre quartier vu d'en haut, elle l'a écarté sans même lever les yeux des vêtements de bébé qu'elle pliait. Pas maintenant, Théodore. J'aide tante Céleste à organiser la garde-robe de Maxime. J'ai vu le visage de mon fils s'effondrer avant qu'il ne se compose soigneusement, et quelque chose dans ma poitrine s'est durci comme de l'acier refroidissant. Cette nuit-là, après que les enfants se soient endormis, j'ai essayé d'avoir une conversation prudente avec mes parents sur ce que j'observais. Je comprends qu'Antoine et sa famille ont besoin d'aide en ce moment, ai-je commencé, choisissant mes mots avec une précision chirurgicale. Mais je m'inquiète de la façon dont Théodore et Margot sont traités. Ils commencent à sentir qu'ils ne sont plus importants. Mon père fronça les sourcils, son expression suggérant que j'étais délibérément difficile. Ils sont hypersensibles. Les enfants doivent apprendre que les bébés ont besoin de plus d'attention. Maxime n'est même pas là la plupart de la journée, ai-je fait remarquer. Antoine l'emmène à la crèche avant le travail, et Céleste le récupère en rentrant. Théodore et Margot ne demandent pas d'attention pendant ces heures, ils demandent à exister normalement dans leur foyer temporaire. Ma mère soupira dramatiquement, comme si j'étais une élève particulièrement fatigante. Tu as toujours été jalouse de ton frère, Agathe. Je pensais que tu aurais dépassé ça maintenant.
Ces mots m'ont frappé comme un coup physique. Me voyait-il vraiment comme ça? Comme une sœur jalouse plutôt qu'une mère concernée protégeant ses enfants? La situation a continué à se détériorer semaine après semaine. Céleste a commencé à réarranger des objets dans la cuisine sans demander, se plaignant des collations malsaines que j'achetais pour les jumeaux tout en laissant simultanément ses pièces de tire-lait trempées dans l'évier pendant des jours. Antoine agissait comme s'il possédait la maison, invitant des amis pour des soirées télé bruyantes sans vérifier si quelqu'un d'autre avait prévu d'utiliser le salon. Un soir, j'ai entendu Antoine et mon père discuter de questions financières pendant que je nettoyais après le dîner. Nous pourrions avoir besoin d'étendre le calendrier de rénovation, disait Antoine. L'architecte a trouvé des problèmes structurels avec les fondations que nous n'avions pas anticipées. Restez aussi longtemps que vous en avez besoin, répondit mon père chaleureusement. C'est votre maison aussi, mon fils. J'ai pensé à comment on ne m'avait jamais dit ça, malgré ma contribution aux dépenses du ménage et le fait que je faisais la plupart de la cuisine et du nettoyage. Au lieu de cela, on me rappelait régulièrement que leur aide était temporaire et conditionnelle. Le point de rupture est venu lors d'un dîner du dimanche début octobre. Ma mère avait préparé tous les plats préférés d'Antoine, bœuf bourguignon, purée de pommes de terre, haricots verts, rien de tout cela que mes enfants aimaient particulièrement. Quand Théodore a poliment demandé s'il y avait autre chose qu'il pouvait manger, peut-être juste un sandwich, la réaction de ma mère a été rapide et tranchante. Quand j'étais petite, nous mangions ce qu'on nous mettait devant, dit-elle sévèrement. Les enfants d'aujourd'hui sont beaucoup trop difficiles. Plus tard dans le même repas, Maxime a jeté toute son assiette de légumes en purée sur le sol, éclaboussant du désordre orange à travers la salle à manger. Tout le monde a ri avec indulgence. Il ne fait qu'explorer son monde, expliqua Céleste avec un sourire affectueux, ne faisant aucun geste pour nettoyer le désordre. Le pédiatre dit que c'est un comportement de développement complètement normal. Le double standard était si flagrant que même mon fils habituellement diplomatique l'a remarqué. Comment se fait-il que Maxime puisse jeter de la nourriture, mais je ne peux pas demander un sandwich, me chuchota-t-il, sa voix à peine audible. Je n'avais pas de bonne réponse pour lui. Cette semaine-là, j'ai découvert que quelqu'un avait enlevé les œuvres d'art de Théodore et Margot du réfrigérateur pour faire place à une impression de l'horaire de crèche de Maxime et plusieurs photos professionnelles de sa récente séance photo de bébé. Quand j'ai demandé à ce sujet, Céleste a dit qu'elle avait besoin de l'information en avant et au centre, et ne pensait pas que quelqu'un s'opposerait si elle réarrangeait quelques affaires. Les jumeaux ont commencé à se retirer dans leur petite chambre partagée, le seul espace où ils avaient un contrôle sur leur environnement. J'ai commencé à les emmener à la bibliothèque municipale après l'école chaque fois que je ne travaillais pas, juste pour leur donner un endroit où ils pouvaient exister sans être constamment mis au silence ou critiqués. Pendant un service particulièrement difficile à l'hôpital, ma collègue Claire a remarqué mon stress évident alors que nous tenions des dossiers de patients ensemble dans la salle de pause. « Tout va bien à la maison ?» demanda-t-elle doucement. Je me suis retrouvée à déverser toute la situation, le favoritisme, les conditions de vie impossibles, la façon dont mes enfants étaient traités comme des gènes dans leur propre foyer temporaire. Claire a écouté avec sympathie avant de dire quelque chose qui me resterait en mémoire pendant des semaines. On dirait que tes parents ont créé un ménage où la famille de ton frère est traitée comme des invités d'honneur, tandis que toi et tes enfants êtes traités comme des colocataires indésirables, observa-t-elle. Ce n'est pas un environnement sain pour personne, surtout pas pour des enfants en croissance. Elle avait absolument raison. L'entendre énoncer si clairement m'a fait réaliser à quel point la dysfonction était devenue normalisée dans ma vie quotidienne. Ce soir-là, au lieu de rentrer directement après mon service, j'ai conduit dans notre quartier pendant 1 heure, réfléchissant et planifiant. Finalement, j'ai appelé mon amie agent immobilier Isabelle, quelqu'un avec qui j'avais travaillé il y a des années quand Julien et moi avions acheté notre première maison. Je dois sortir mes enfants de cette situation, lui ai-je dit honnêtement. Plus tôt que tard. À la mi-octobre, la situation à la maison s'était détériorée au-delà de ce que j'avais pensé humainement possible. Antoine et Céleste avaient complètement pris le contrôle de la maison avec l'encouragement enthousiaste de mes parents. Leur rénovation, originalement prévue pour 6 à 8 semaines, avait maintenant été prolongée indéfiniment à cause de complications sur lesquelles Antoine restait mystérieusement vague chaque fois que je demandais des détails.
Je suis rentrée un après-midi pour découvrir que mes parents avaient acheté une chaise haute spécialisée pour Maxime, une qui coûtait près de 400 €, selon la boîte que j'ai trouvée dans le conteneur de recyclage. C'était la même semaine où il s'était plaint du coût des médicaments contre l'asthme de Théodore, que mon assurance ne couvrait que partiellement. Nous voulons que Maxime soit à l'aise quand il mange ici, expliqua ma mère quand j'ai questionné la dépense. Théodore doit pouvoir respirer, ai-je répondu, incapable de cacher l'âpreté dans ma voix. Ma mère me regarda comme si j'étais complètement déraisonnable. Ton père et moi vivons avec une pension fixe, Agathe. Nous ne pouvons pas être attendus à tout payer pour tes enfants. Le fait que je payais pour toutes les dépenses de mes enfants, plus contribuais aux factures du ménage, ne semblait pas l'atteindre. Pas plus que le fait qu'Antoine et Céleste, tous deux gros salaires, ne contribuaient absolument rien aux dépenses du ménage pendant leur séjour prolongé. L'incident suivant s'est produit quand Margot pratiquait sa clarinette pour le cours de musique. Elle avait joué moins de 15 minutes quand Céleste a fait irruption dans le salon. « Tu ne peux pas faire ça maintenant ? Maxime essaie de dormir, et j'ai une vidéoconférence importante dans 10 minutes. » Margot s'est immédiatement excusée et a rangé son instrument, mais plus tard elle m'a dit en larmes qu'elle pratiquait exactement au moment que son professeur de musique avait fixé pour les sessions de pratique virtuelle. Elle l'avait maintenant raté et serait mal préparée pour son évaluation à venir. J'ai essayé de parler avec Céleste d'un horaire qui pourrait accommoder les besoins de tous. Mes appels de travail et l'horaire de sommeil de Maxime doivent avoir la priorité, répondit-elle dédaigneusement. Margot peut pratiquer son petit passe-temps n'importe quand. Je me suis mordu la langue pour éviter de dire quelque chose que je regretterais, mais le petit passe-temps de Margot était quelque chose pour lequel elle se passionnait vraiment. Son professeur de musique avait même noté qu'elle montrait un vrai talent musical. Dans cette maison cependant, tout ce que mes enfants faisaient était considéré comme moins important que les besoins les plus triviaux de la famille d'Antoine. Théodore luttait académiquement pour la première fois de sa vie. Son professeur m'a envoyé un email inquiet sur son retrait en classe et sa participation déclinante aux activités de groupe. Mon fils sociable et enthousiaste était devenu silencieux et anxieux, sursautant au bruit fort et regardant constamment par-dessus son épaule. Quand je lui ai demandé à ce sujet pendant une de nos conversations du coucher, il a admis qu'il avait des problèmes de sommeil parce qu'il s'inquiétait de faire quelque chose de mal à la maison. Grand-mère et grand-père se fâchent contre nous pour tout, expliqua-t-il d'une petite voix. Mais ils ne se fâchent jamais contre Maxime ou oncle Antoine ou tante Céleste, même quand ils sont vraiment bruyants ou désordonnés. J'ai commencé à prendre des services supplémentaires à l'hôpital, en partie pour gagner plus d'argent pour notre évasion inévitable et en partie pour échapper à la tension étouffante à la maison. Mes parents ont interprété cela comme une négligence des responsabilités familiales, tandis qu'Antoine et Céleste semblaient contents de m'avoir plus souvent hors du chemin. La confrontation finale est venue lors d'un dîner de famille fin octobre. Mes parents avaient invité plusieurs membres de la famille élargie, incluant ma tante Simone, qui avait toujours été gentille avec moi et mes enfants. Pendant le repas, ma mère a lancé un monologue étendu sur combien Maxime était extraordinairement doué, comment à seulement 9 mois, il était clairement avancé pour son âge. Il essaie déjà de se tirer debout, se vanta-t-elle à la table. Antoine était aussi un marcheur précoce. Certains enfants ont juste cette capacité athlétique naturelle. Puis elle s'est tournée vers Théodore et a ajouté avec une cruauté désinvolte qui m'a coupé le souffle, « Dommage que tu n'aies pas hérité ça du côté de ton père. » Julien était toujours si sportif, n'est-ce pas ? J'ai vu le visage de mon fils s'effondrer avant qu'il ne se compose soigneusement, et à ce moment, j'ai su que nous en avions fini. L'implication était cristalline, tous les traits positifs que mes enfants possédaient venaient de leur père ou existaient malgré mon influence inférieure, tandis que les dons de Maxime étaient évidemment hérités de la génétique supérieure de mon frère. Tante Simone a attrapé mon regard à travers la table, son expression profondément préoccupée. Après le dîner, elle m'a tiré dans le couloir. « Depuis combien de temps est-ce que ça dure comme ça ?» demanda-t-elle doucement. « Ça a toujours été comme ça à un certain degré, ai-je admis. Mais c'est devenu exponentiellement pire depuis que la famille d'Antoine a emménagé. Ce n'est pas sain pour tes enfants, Agathe, dit-elle, faisant écho à ce que Claire du travail m'avait dit. Ils méritent mieux que d'être traités comme des membres de seconde classe de leur propre famille. » J'ai hoché la tête, les larmes menaçant de déborder. « J'y travaille, l'ai-je assuré. J'ai un plan. » Et c'était vrai.
Dans les semaines depuis ma conversation avec Claire, j'avais rencontré Isabelle pendant mes pauses déjeuner chaque fois que possible. Nous avions regardé plusieurs propriétés locatives, et j'avais trouvé une petite maison de 3 chambres à seulement 15 minutes de l'hôpital et dans le même arrondissement scolaire où les jumeaux réussissaient académiquement. Le loyer était à la limite absolue de ce que je pouvais me permettre, mais j'avais été approuvée basé sur mon historique d'emploi stable et excellent crédit. J'avais signé le bail la semaine précédente mais n'en avais parlé à personne, pas même Théodore et Margot. Je ne voulais pas faire naître leurs espoirs jusqu'à ce que tout soit complètement finalisé. La maison serait disponible pour emménager le 1er novembre, juste un peu plus d'une semaine. J'avais secrètement commandé des meubles essentiels à livrer à cette date et avais déjà établi les utilités à mon nom. Tante Simone serra ma main. « Fais-moi savoir si tu as besoin de quoi que ce soit, dit-elle. Je m'inquiète de cette situation depuis un certain temps. » Son soutien signifiait plus qu'elle ne pouvait le savoir. J'avais commencé à questionner mes propres perceptions, me demandant si j'étais hypersensible ou déraisonnablement jalouse comme mes parents le suggéraient constamment. Avoir une confirmation externe que la situation était aussi mauvaise que je le pensais m'a donné la poussée finale de confiance dont j'avais besoin. Le lendemain matin, j'ai entendu Antoine et mon père discuter d'arrangements encore plus permanents pendant que je prenais du café avant mon service. L'architecte dit que ça pourrait être au moins 3 mois de plus, disait Antoine. Et honnêtement, avec le bébé, ça pourrait être plus sensé de juste rester pendant les fêtes. Le stress de déménager avec un nourrisson en hiver. Vous savez que vous êtes toujours les bienvenus ici, répondit mon père chaleureusement. C'est votre maison, mon fils. Je me demandais si l'un d'eux se souvenait qu'on m'avait dit que mon séjour était temporaire, qu'on attendait de moi que je trouve mon propre endroit aussi rapidement que possible. Le double standard était si flagrant qu'il aurait été risible s'il ne brisait pas quotidiennement les cœurs de mes enfants. Ce soir-là, j'ai emmené les jumeaux prendre une glace après le dîner, quelque chose que nous faisions rarement en semaine. Je voulais du temps privé avec eux, loin de l'atmosphère étouffante de la maison. J'ai besoin que vous sachiez tous les deux quelque chose d'important, leur ai-je dit pendant qu'ils appréciaient leurs friandises dans notre box de coin préférée. Peu importe ce que grand-mère et grand-père disent ou font, vous êtes tous les deux des personnes étonnantes et précieuses. La façon dont ils vous ont traité n'est pas à cause de quelque chose que vous avez fait de mal. Margot, toujours perspicace au-delà de ses années, étudia mon visage soigneusement. Est-ce qu'on va déménager bientôt ? J'ai été surprise par sa perspicacité. Qu'est-ce qui te fait demander ça ? Tu as travaillé beaucoup plus de services, observa-t-elle. Et tu sembles différente dernièrement, moins triste et plus déterminée. De la bouche des enfants. Ma fille avait vu le changement en moi avant que je ne l'aie complètement reconnu moi-même. Restez juste vos merveilleux moi encore un peu plus longtemps, leur ai-je dit, pas encore prête à révéler mon plan complet. Pouvez-vous faire ça pour moi ? Ils ont tous les deux hoché la tête solennellement, et j'ai vu une lueur d'espoir dans leurs yeux qui avaient manqué trop longtemps. Quand nous sommes rentrés, Céleste se plaignait bruyamment des sacs à dos des jumeaux dans le couloir, malgré le fait que la poussette de Maxime, le sac à langer, et divers jouets étaient éparpillés dans chaque espace commun de la maison. Les enfants doivent apprendre à ranger après eux-mêmes, me fit-elle la leçon comme si elle était l'experte en parentalité et moi une complète débutante. J'ai souri tendu et aidé les enfants à déplacer leurs affaires, me rappelant que nous ne devions endurer cet environnement toxique que quelques jours de plus. Je n'avais aucune idée que la situation allait exploser d'une manière qui forcerait ma main encore plus tôt que je ne l'avais planifié. Le mardi suivant, j'étais programmée pour un service de 12 heures à l'hôpital. C'était une journée particulièrement chaotique dans le service pédiatrique, avec 3 nouvelles admissions et une pénurie de personnel qui me faisait m'occuper de plus de patients que ce qui était sûr ou raisonnable. J'avais à peine eu le temps de vérifier mon téléphone pendant ma pause déjeuner abrégée, mais quand je l'ai fait, j'ai vu plusieurs messages de plus en plus frénétiques de Théodore et Margot. De Théodore: Maman, quelque chose de bizarre se passe. Grand-père et oncle Antoine déplacent nos affaires. De Margot: Grand-mère dit qu'on doit déménager au sous-sol. Ce n'est pas juste. De Théodore: Maman, s'il te plaît rentre. Ils ont emmené toutes nos affaires en bas. De Margot: Je déteste ici. Le sous-sol est froid et dégoûtant et il y a des araignées partout. Mon cœur martela quand j'ai immédiatement appelé à la maison. Pas de réponse.
J'ai essayé les 2 téléphones des enfants. Toujours pas de réponse. Finalement, j'ai texté Margot, j'arrive aussi vite que possible. Restez calme. Je vous aime tous les deux. J'ai parlé avec ma superviseure, expliquant l'urgence familiale. Elle était compréhensive et a organisé une couverture pour mes 4 heures restantes, mais même ainsi, il m'a fallu encore 1 heure pour bien passer mes patients et compléter la documentation critique avant de pouvoir partir. Le trajet de retour était les 20 minutes les plus longues de ma vie. Mon esprit filait avec des possibilités, dont aucune n'était bonne. Mes parents avaient-ils vraiment déplacé mes enfants au sous-sol, le sous-sol non fini, mal isolé qui avait des infiltrations d'eau occasionnelles quand il pleuvait fort? Quand je me suis garée dans l'allée, j'ai pris une profonde respiration, essayant de me centrer avant d'entrer. Je devais évaluer la situation clairement avant de réagir émotionnellement. La scène qui m'a accueillie a confirmé mes pires craintes et plus encore. Théodore et Margot étaient assis blottis ensemble sur le canapé du salon, tous les deux avec des yeux cernés de rouge et les expressions choquées d'enfants qui avaient été fondamentalement trahis. Ma mère était dans la cuisine avec Céleste, toutes les deux buvant du thé et bavardant désinvoltement comme si rien d'inhabituel ne s'était passé. Antoine et mon père étaient nulle part en vue. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé en allant directement vers mes enfants. Margot a sauté et a jeté ses bras autour de moi. « Ils ont emmené toutes nos affaires au sous-sol sans nous demander, dit-elle, sa voix étouffée contre ma chemise. Ils ont dit qu'on ne méritait pas les bonnes chambres en haut. » Théodore hocha misérablement. Grand-père a dit que la famille d'oncle Antoine a besoin de plus d'espace parce qu'ils sont plus importants en ce moment. Je les ai serrés tous les deux fort, ma colère se construisant comme une éruption volcanique, mais j'ai gardé ma voix calme et stable pour leur bien. « Laissez-moi parler avec grand-mère et voir ce qui se passe, ai-je dit. » Dans la cuisine, ma mère a à peine levé les yeux quand je suis entrée. « Tu es rentrée tôt, observa-t-elle avec un intérêt modéré. Pourquoi les affaires de mes enfants sont-elles au sous-sol ? Ai-je demandé directement, sautant toute prétention de politesse. Céleste sirota délicatement son thé. Nous avons dû faire quelques ajustements aux arrangements de logement. Antoine et moi avons besoin d'une vraie nurserie pour Maxime, plus j'ai besoin d'espace pour mon bureau à domicile maintenant que ma compagnie est devenue permanemment distante. Donc vous avez décidé de déplacer Théodore et Margot au sous-sol non fini sans en discuter avec moi d'abord ? Ma voix était mortellement calme, le genre de calme qui précède une tempête. Ma mère a finalement rencontré mes yeux. C'était la solution la plus logique. Les enfants sont plus âgés et peuvent s'adapter plus facilement qu'un bébé. De plus, notre autre petit-fils mérite les meilleures chambres, il est ici toute la journée tandis que tes enfants sont à l'école. La cruauté désinvolte de sa déclaration m'a complètement coupé le souffle. Mes enfants méritent un espace sûr et confortable autant que Maxime, ai-je dit. Ne sois pas si dramatique, Agathe rejeta ma mère d'un geste de la main. Le sous-sol est parfaitement bien. Nous avons installé leur lit là-bas et tout. Le sous-sol a de la moisissure visible dans un coin, devient glacial la nuit et le plafond n'est pas fini, ai-je souligné. Sans mentionner qu'il n'y a qu'une petite fenêtre qui ne s'ouvre même pas correctement pour les sorties d'urgence. Ils s'en sortiront, dit ma mère avec finalité. La famille signifie faire des sacrifices. Apparemment, dans son esprit, famille signifiait seulement que mes enfants devaient sacrifier, jamais ceux d'Antoine. À ce moment, mon père et Antoine sont entrés par la porte arrière, tous les deux ayant l'air satisfaits d'eux-mêmes. « Oh bon, tu es à la maison, dit mon père quand il m'a vu. Nous avons fait quelques changements dont nous devons discuter avec toi. » « Oui, je peux voir ça, ai-je répondu, luttant pour garder mon ton de niveau. Vous avez déplacé les affaires de mes enfants au sous-sol sans ma permission. Antoine haussa les épaules comme si nous discutions de la météo. Nous avons besoin de l'espace en haut. Maxime devient plus mobile et a besoin d'espace pour se développer correctement. Plus Céleste a besoin d'un espace silencieux pour ses appels de travail importants. Et mes enfants ont besoin d'une chambre sûre et appropriée, ai-je riposté. Le sous-sol va bien, dit mon père dédaigneusement. J'ai installé un éclairage supplémentaire et étalé quelques restes de tapis. Il devrait être reconnaissant d'avoir un endroit où rester du tout. Je l'ai regardé fixement, le voyant vraiment clairement peut-être pour la première fois de ma vie. Cet homme qui m'avait élevé,
que j'avais passé des décennies à essayer de plaire, venait de révéler exactement combien peu ils me valorisaient, moi et mes enfants. Théodore a de l'asthme, leur ai-je rappelé. Le sous-sol est humide et a de la moisissure visible. Ça pourrait déclencher une attaque respiratoire sérieuse. Tu exagères comme d'habitude, dit Antoine en roulant des yeux. Les enfants sont résistants. Céleste et moi avons grandi dans de bien pires conditions, n'est-ce pas, chérie ? Céleste hocha en accord, bien que je savais qu'elle avait grandi dans une maison de 5 chambres dans une des banlieues les plus aisées du pays. J'ai regardé les 4 adultes qui avaient pris cette décision sans me consulter. Aucun d'eux ne montrait même un soupçon de remords ou de compréhension. Pour eux, c'était parfaitement raisonnable, la famille de l'enfant doré méritait les meilleurs logements, tandis que mes enfants méritaient ce qui restait. Je suis retournée au salon où Théodore et Margot attendaient anxieusement. Ils ont levé les yeux vers moi avec tant de confiance, tant d'espoir que je réparais cette situation impossible. À ce moment, quelque chose s'est cristallisé en moi, une certitude calme sur ce qui devait arriver ensuite. Je leur ai souri, un vrai sourire malgré les circonstances, et j'ai dit 3 mots qui changeraient tout: faites vos sacs. Ils ont eu l'air confus, mais j'ai hoché la tête de façon encourageante. Faites-moi confiance, ai-je dit. Emballez tout ce qui est important pour vous. Nous viendrons chercher le reste plus tard. Mon père m'avait suivi dans le salon et avait entendu. Oh, pour l'amour du ciel, Agathe. Arrête d'être si dramatique. Personne ne te demande de partir. Je me suis tournée vers lui, souriant toujours calmement. Non, papa. Vous venez de rendre cristallin où mes enfants et moi nous nous trouvons dans cette hiérarchie familiale, et nous méritons tellement mieux que ça. De quoi parles-tu ? Bégaya mon père tandis que Théodore et Margot regardaient entre nous avec des yeux grands et incertains. Allez-y, les enfants, ai-je dit doucement. Faites vos sacs à dos avec vos affaires les plus importantes. Nous viendrons chercher tout le reste demain. Quand ils se sont précipités en haut, ma mère est entrée dans le salon avec une agitation évidente. Qu'est-ce que c'est que ces sottises maintenant ? Tu ne peux pas juste partir parce que les choses ne se sont pas passées exactement comme tu le voulais. Antoine et Céleste ont suivi, avec Maxime perché sur la hanche d'Antoine. Toute la famille était là pour cette confrontation finale. Ça ne concerne pas les choses qui ne se passent pas comme je le veux, ai-je expliqué avec un calme surnaturel. Ça concerne le respect de base et la considération, qui ont été complètement absents de cette maison depuis des mois. Nous t'avons donné un toit sur la tête pendant presque 2 ans, s'exclama mon père. Comment oses-tu parler de manque de considération ? Oui, vous l'avez fait, ai-je reconnu. Et j'ai été vraiment reconnaissante. J'ai aussi contribué financièrement, fait la plupart de la cuisine et du nettoyage, et m'assuré que mes enfants respectaient vos règles et votre espace. Mais aujourd'hui vous avez franchi une ligne qui ne peut pas être défaite. Céleste renifla. C'est juste un réarrangement de chambre. Tu es ridiculement hypersensible. Je me suis tournée vers elle avec un focus laser. Est-ce que c'est comme ça que tu appellerais ça si quelqu'un déplaçait ton enfant dans un espace inapproprié sans te consulter d'abord ? Elle n'avait pas de réponse à ça. Le sous-sol est parfaitement adéquat, insista ma mère. Nous vous avons élevé, toi et Antoine, sans tous ces aménagements spéciaux que les enfants semblent avoir besoin de nos jours. Le sous-sol a de la moisissure, ai-je répété patiemment. Théodore a de l'asthme. Il est aussi froid, humide, et a des sorties d'urgence inadéquates. Ce n'est pas une chambre légale selon n'importe quel standard de code du logement. Mon père fit un geste de la main dédaigneux. Ces codes ne sont que de l'excès gouvernemental. J'ai presque ri de l'absurdité. Les réglementations de sécurité étaient soudain de l'excès gouvernemental quand elles le gênaient, mais je soupçonnais qu'il se sentirait très différemment s'il était celui relégué à des logements inférieurs aux normes. Où exactement penses-tu que tu vas aller ? Demanda Antoine avec un sourire narquois. Ce n'est pas comme si tu avais beaucoup économisé avec tes habitudes de dépenses. Et voilà l'incompréhension fondamentale qu'ils partageaient tous. Ils me voyaient comme financièrement dépendante et irresponsable, malgré toutes les preuves du contraire. Ils croyaient vraiment que je n'avais pas d'option, pas d'agence, pas de capacité à me tenir indépendamment. C'est là que tu te trompes, ai-je dit tranquillement. J'ai systématiquement économisé depuis le jour où j'ai emménagé ici.
J'ai travaillé des services supplémentaires et construit méthodiquement mon fonds d'urgence. Et il y a 3 semaines, j'ai signé un bail pour une maison pas loin d'ici. Le silence assourdi qui a suivi était profondément satisfaisant. Ma mère s'est récupérée en premier. Tu avais l'intention de partir sans nous le dire, demanda-t-elle, sa voix tremblant de douleur fabriquée. J'avais l'intention de vous donner un préavis approprié la semaine prochaine, ai-je clarifié. La maison n'est disponible qu'au 1er novembre, mais les événements d'aujourd'hui ont considérablement accéléré ma chronologie. Tu ne peux pas être sérieuse, dit Antoine, réalisant finalement que cela se passait vraiment. Où vas-tu rester d'ici là? Ça ne vous concerne plus, ai-je répondu. En vérité, j'avais déjà parlé avec Claire du travail, qui avait offert sa chambre d'amis pour quelques jours si nécessaire. Le visage de mon père avait pris une teinte rouge alarmante. Après tout ce que nous avons fait pour toi, c'est comme ça que tu nous le rends, en rôdant derrière notre dos et puis en sortant en trombe à cause d'un désaccord mineur. Désaccord mineur, ai-je répété incrédule. Vous avez déplacé les affaires de mes enfants dans un espace dangereux sans ma connaissance ou mon consentement. Vous leur avez dit en face qu'ils ne méritent pas le même confort et la même considération que leurs cousins. Ce n'est pas mineur, papa. C'est une déclaration fondamentale sur comment vous nous valorisez, eux et moi. Théodore et Margot sont redescendus, chacun avec un sac à dos et un petit sac de voyage. Margot tenait fermement son étui de clarinette, et Théodore avait ses fournitures artistiques préférées et l'éléphant en peluche avec lequel il dormait depuis qu'il avait 3 ans. Nous sommes prêts, maman, dit Margot, sa voix plus forte que je ne l'avais entendue depuis des mois. C'est ridicule, déclara ma mère. Tu ne peux pas sérieusement partir maintenant. Nous partons, ai-je confirmé. Nous reviendrons demain chercher le reste de nos affaires quand tout le monde aura eu la chance de traiter ça. Si tu franchis cette porte, n'espère pas être accueilli à bras ouverts, menaça mon père. Je l'ai regardé avec une vraie tristesse. J'ai arrêté d'espérer ça il y a longtemps, papa. Antoine s'avança, réalisant soudain que cela se passait vraiment. Allez, Frangine. Parlons de ça rationnellement. Il n'y a pas besoin de faire une scène devant les enfants. Mes enfants ont déjà été montrés exactement où ils se trouvent dans la hiérarchie de cette famille, ai-je répondu. Il n'y a rien de plus à discuter ce soir. J'ai aidé Théodore et Margot à charger leurs sacs dans ma voiture tandis que ma famille regardait de la véranda, leurs expressions allant de la colère à l'incrédulité complète. Ils avaient été si sûrs de leur pouvoir sur moi, si confiants dans ma dépendance, qu'ils ne pouvaient pas traiter la réalité de mon départ. Quand j'ai démarré la voiture, ma mère s'est précipitée vers ma fenêtre. Agathe, s'il te plaît, tu exagères. Reviens à l'intérieur et nous trouverons une solution. Nous parlerons demain quand je viendrai chercher nos affaires, ai-je dit fermement. Mais où allez-vous aller, demanda-t-elle, une vraie inquiétude perçant finalement à travers son indignation. Quelque part où mes enfants sont valorisés, ai-je répondu simplement et je suis partie. Dans le rétroviseur, je pouvais voir Théodore et Margot regarder en arrière la maison qui avait été notre foyer pendant presque 2 ans. Pas avec tristesse, ai-je réalisé, mais avec un soulagement indéniable. Est-ce qu'on déménage vraiment dans notre propre maison, demanda Théodore prudemment. Presque, lui ai-je dit. Nous avons une maison qui nous attend, mais nous ne pouvons pas y emménager avant la semaine prochaine. Ce soir, nous allons rester chez mon amie Claire du travail. C'est à cause de ce que grand-père et grand-mère ont fait, demanda Margot. J'ai choisi mes mots soigneusement. C'est parce que nous méritons de vivre quelque part où chacun est traité avec respect et gentillesse. Je planifie depuis un moment que nous déménagions, mais oui, ce qui s'est passé aujourd'hui m'a fait réaliser que nous devions partir immédiatement. Je n'aimais pas comment il parlait de nous, dit Théodore doucement. Comme si nous n'étions pas importants. Mon cœur s'est serré à ces mots. Vous êtes tous les deux incroyablement importants, leur ai-je assuré. Et quiconque ne peut pas voir ça ne mérite pas de vous avoir dans sa vie. Quand nous sommes arrivés chez Claire, elle nous a accueillis chaleureusement. Elle avait déjà préparé sa chambre d'amis avec un matelas gonflable pour les enfants à côté du lit queen que j'utiliserais. Elle avait même acheté de la glace et loué un film familial pour que nous le regardions ensemble. Alors que les jumeaux s'installaient, grignotant leur glace avec un enthousiasme tempéré, Claire m'a tiré de côté. « Je suis fière de toi, dit-elle simplement. Il faut un vrai courage pour établir des limites avec la famille.
J'aurais juste souhaité l'avoir fait plus tôt, ai-je admis. Avant qu'il blesse mes enfants comme ça. Tu le fais maintenant, a-t-elle souligné. Et c'est ce qui compte. Cette nuit-là, alors que Théodore et Margot dormaient paisiblement à côté de moi dans la chambre inconnue, j'ai ressenti un mélange étrange d'émotions, tristesse pour ce qui aurait dû être, colère de la façon dont nous avions été traités, anxiété pour l'avenir, mais en dessous de tout ça, un sentiment puissant de paix. Pour la première fois en années, j'avais défendu mes enfants et moi-même sans faiblir ou remettre en question mes instincts. Demain apporterait de nouveaux défis, récupérer nos affaires, survivre à l'inévitable manipulation émotionnelle, finaliser les arrangements pour notre nouveau foyer. Mais ce soir, en regardant mes enfants dormir paisiblement, je savais avec une certitude absolue que j'avais pris la bonne décision. Nous nous libérions finalement d'une situation toxique qui empoisonnait lentement nos liens familiaux. Le lendemain matin, j'ai appelé pour prendre une journée personnelle au travail. Claire a offert de laisser les jumeaux chez elle pendant que je retournais collecter nos affaires, mais j'ai refusé. Ils doivent voir ça jusqu'au bout, ai-je expliqué. C'est important pour eux de savoir que nous faisons ça ensemble en tant que famille. Nous sommes arrivés chez mes parents à 10 heures du matin, quand je savais que tout le monde serait à la maison et que nous pourrions gérer cette situation efficacement. Mon père a ouvert la porte avec un froncement qui s'est légèrement adouci quand il a vu les jumeaux à côté de moi. « Venu t'excuser pour ton caprice ?» m'a-t-il demandé directement. « Non » ai-je répondu calmement. « Nous sommes venus chercher nos affaires. » Son visage s'est durci à nouveau. « Ta mère a été bouleversée toute la nuit à cause de ta sortie dramatique. » Je suis désolée qu'elle soit bouleversée, ai-je dit, et je le pensais sincèrement. Malgré tout, je ne voulais pas blesser mes parents inutilement. Mais nous déménageons quand même. Il s'est écarté à contre-cœur pour nous laisser entrer. Ma mère était assise dans le salon, ses yeux étaient cernés de rouge par les pleurs ou le manque de sommeil. Antoine et Céleste étaient ostensiblement absents. « Où sont Antoine et Céleste ?» ai-je demandé. « Ils ont emmené Maxime au parc de la Tête d'Or », répondit ma mère. « Ils pensaient que ce serait moins stressant s'ils n'étaient pas là pendant que vous récupériez vos affaires. » Au moins avait-il montré cette considération. « Théodore, Margot, allez faire vos chambres », ai-je instruit. « Rappelez-vous ce dont nous avons parlé dans la voiture. Emballez seulement ce dont vous avez besoin et que vous aimez. Nous pouvons remplacer le reste. » Alors qu'il montait à l'étage, ma mère s'est tournée vers moi avec des yeux blessés. « Je ne peux pas croire que tu nous fasses vraiment ça. »« Je ne vous fais rien », l'ai-je corrigé. « Je fais quelque chose pour mes enfants et moi-même. » « Nous vous avons tout donné », insista-t-elle. « Un endroit où rester quand vous n'aviez nulle part où aller, de l'aide avec les enfants, un soutien émotionnel pendant ton divorce. Et j'ai été reconnaissante, ai-je reconnu. Mais ça ne veut pas dire que mes enfants devraient être traités comme moins précieux que Maxime. Nous n'avons jamais dit ça, protesta-t-elle. Vous n'aviez pas besoin de le dire explicitement. Vos actions l'ont rendu cristallin. Mon père nous a rejoints, faisant les 100 pas dans la pièce avec agitation. Ça concerne Antoine, n'est-ce pas? Tu as toujours été jalouse de lui. J'ai secoué fermement la tête. Ça ne concerne pas Antoine. Ça concerne Théodore et Margot being moved to an safe basement without my knowledge or consent. This is about you explicitly stating that Maxime deserves the better rooms simply because he is Antoine's son. Tu déformes nos mots, a accusé ma mère. Vraiment, ai-je défié. Vous avez dit, et je cite, « Notre autre petit-fils mérite les meilleures chambres. » Qu'est-ce que vous vouliez dire exactement par ça, sinon que mes enfants méritent moins? Elle n'avait pas de réponse à ça. Je suis montée aider les jumeaux à emballer leurs affaires. La plupart de leurs vêtements rentraient dans les grandes valises que j'avais apportées. Théodore a soigneusement emballé ses livres préférés et le kit scientifique qu'il avait reçu pour son anniversaire. Margot a emballé son équipement de sport et le coffret à bijoux que son père lui avait donné le Noël dernier. Quand nous sommes redescendus avec le premier chargement, mon père attendait près de la porte. « Où exactement allez-vous » a-t-il exigé de savoir. « Cette maison mystérieuse que tu prétends avoir louée ? Nous restons chez une amie jusqu'à ce que notre maison soit prête la semaine prochaine, ai-je expliqué, bien que je ne lui doive pas cette information. Et comment exactement comptes-tu payer le loyer avec ton salaire d'infirmière ? A-t-il demandé avec scepticisme.
Le mépris dans son ton a fait craquer quelque chose en moi. J'ai posé les sacs que je portais et les regardé directement. Papa, je gagne 68 000 € par an comme infirmière pédiatrique. J'ai un excellent crédit, des dettes minimales, et j'ai économisé systématiquement pendant presque 2 ans. Je suis parfaitement capable de subvenir aux besoins de ma famille sans votre aide. Il a eu l'air sincèrement surpris, et je me suis rendu compte qu'il n'avait aucune idée réelle de ce que je gagnais ou comment je gérais mes finances. Il avait simplement supposé que je luttais financièrement parce que ce récit correspondait à ses idées préconçues sur moi. Le marché locatif est extrêmement compétitif en ce moment, a interjecté ma mère. Comment as-tu même trouvé un endroit ? J'ai cherché méthodiquement pendant des mois, ai-je dit. J'ai des connexions professionnelles et des références. Ce n'est pas parce que je n'ai pas partagé mes plans avec vous que je n'en avais pas. Nous avons fait plusieurs voyages pour tout charger dans ma voiture. Mes parents regardaient silencieusement, la réalité de notre départ s'enfonçant finalement complètement. Quand nous avons emballé tout ce que nous voulions prendre immédiatement, j'ai fait un dernier tour pour m'assurer que nous n'avions rien oublié de critique. Dans la cuisine, j'ai trouvé ma mère en train de faire du café, ses mouvements mécaniques et distants. Nous partons maintenant, lui ai-je dit. Elle s'est tournée vers moi, les yeux se remplissant de nouvelles larmes. Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Nous sommes une famille. Oui, nous le sommes, ai-je accepté. Et c'est exactement pourquoi ça fait si mal. La famille devrait faire en sorte que chacun se sente valorisé et respecté. Théodore et Margot ne se sont pas sentis comme ça ici depuis très longtemps. Ce n'est pas vrai, a-t-elle protesté faiblement. Maman, hier tu leur as dit qu'ils ne méritaient pas la même qualité de logement que leurs cousins. Comment penses-tu que ça les a fait se sentir ? Elle a détourné le regard, incapable de croiser mes yeux. Nous ne le pensions pas comme ça. Comment d'autres auriez-vous pu le penser ? Elle n'avait pas de réponse. Alors que nous nous préparions à partir pour la dernière fois, mon père a fait une dernière tentative désespérée. C'est une erreur, Agathe. Tu laisses ton orgueil entraver ce qui est le mieux pour tes enfants. Non, papa, ai-je répondu avec une conviction tranquille. Pour la première fois depuis longtemps, je mets ce qui est véritablement le mieux pour mes enfants avant tout le reste, y compris votre approbation. Théodore et Margot ont dit des au revoir rigides à leurs grands-parents. Je pouvais voir qu'ils étaient partagés, ayant été enseignés à respecter et aimer ces gens qui les avaient blessés si négligemment. Alors que nous partions pour la deuxième et dernière fois, Margot a demandé « Est-ce qu'on reverra jamais grand-mère et grand-père ?» Oui, l'ai-je assuré. Mais les choses seront différentes. Nous visiterons selon nos termes, quand nous serons traités avec le respect que nous méritons. Les quelques jours suivants chez Claire ont été remarquablement paisibles. Les jumeaux semblaient plus légers, plaisantant et jouant d'une manière que je n'avais pas vue depuis des mois. J'ai pris du temps libre pour finaliser les détails de notre nouveau foyer, rencontrant la propriétaire pour obtenir les clétos afin que nous puissions emménager nos affaires avant la date de début officiel du bail. La maison était petite mais absolument parfaite pour nous, 3 chambres, une petite cour arrière où les enfants pouvaient jouer en sécurité, et une cuisine avec d'énormes fenêtres qui remplissaient l'espace de lumière naturelle. Elle était dans notre arrondissement scolaire, donc les jumeaux n'auraient pas à changer d'école, et assez proche de l'hôpital pour que mon trajet soit en fait plus court que depuis la maison de mes parents. Le vendredi, nous avons officiellement emménagé dans notre nouveau foyer. Claire et plusieurs autres collègues sont venus aider, transformant ce qui aurait pu être une journée stressante en quelque chose qui ressemblait à une vraie célébration. Le soir, les lits étaient assemblés, la cuisine était fonctionnelle, et le salon avait assez de meubles pour nous asseoir confortablement ensemble. Cette nuit-là, après avoir commandé une pizza et que les jumeaux soient allés au lit dans leur propre chambre pour la première fois en presque 2 ans, je me suis assise seule dans mon nouveau salon et me suis finalement permis de pleurer. Pas de tristesse, bien qu'il y en ait eu un peu, mais de soulagement et d'un sentiment doux amer d'accomplissement. Mon téléphone avait bourdonné avec des messages de mes parents toute la journée, allant d'accusations en colère à des supplications larmoyantes de « rentrer à la maison ». J'avais répondu seulement une fois pour leur faire savoir que nous étions en sécurité et installés et que je les contacterais quand je serais prête à discuter davantage de notre relation. Le lundi suivant, mes parents se sont présentés sans prévenir à notre nouvelle maison. Je venais juste de rentrer de déposer les jumeaux à l'école et me préparais pour mon service. « Comment avez-vous trouvé notre adresse ?»
ai-je demandé en les invitant à contre-cœur. Ta tante Simone nous l'a donné, a admis mon père. Elle pensait que nous devrions essayer de nous réconcilier. Je leur ai fait du café en les regardant examiner notre nouveau foyer modeste mais confortable. C'est plus petit que je ne m'y attendais, a commenté ma mère. C'est parfait pour nous trois, ai-je répondu sans défensive. Agathe, nous voulons que vous rentriez à la maison, a dit mon père, allant droit au but. Ça a assez duré. C'est notre maison maintenant, ai-je dit fermement. Mais les enfants ont besoin de leurs grands-parents, a insisté ma mère. Et de leurs oncles et cousins. Ce dont ils ont besoin, c'est d'être traités avec un respect et un amour constant, ai-je rétorqué. Quand vous pourrez fournir ça de manière constante, vous êtes les bienvenus pour faire partie de leur vie. Nous les avons toujours aimés, a protesté ma mère. L'amour n'est pas juste un sentiment, maman. C'est comment vous traitez les gens. Ce sont les choix que vous faites qui montrent ce que vous valorisez vraiment. Ils sont restés presque 1 heure, alternant entre les voyages de culpabilité, les appels à l'unité familiale, et finalement une reconnaissance réticente qu'ils avaient peut-être été quelque peu insensibles. Nous ne nous rendions pas compte de l'apparence que ça avait de ton point de vue, a concédé mon père. Nous pensions juste aider Antoine et Céleste à traverser une période de transition difficile. Et je comprends ça, ai-je dit. Mais vous les avez aidés aux dépens directs du bien-être et de la sécurité de mes enfants. C'est quelque chose que je ne peux simplement pas ignorer. Quand ils sont partis, nous avions atteint une compréhension provisoire qu'ils respecteraient notre nouvelle situation de logement, et nous considérerions venir dîner dimanche dans 2 semaines. C'était un petit pas, mais cela représentait du progrès. Au cours des semaines suivantes, la nouvelle de notre départ s'est répandue dans la famille élargie. La plupart des parents étaient soutenants, ayant été témoins du favoritisme évident lors de divers rassemblements familiaux. Tante Simone est devenue particulièrement une visiteuse régulière, apportant des biscuits faits maison et un intérêt sincère pour la vie et les réalisations des jumeaux. Au travail, j'ai reçu une opportunité inattendue, une promotion au poste d'infirmière-chef du service pédiatrique avec une augmentation salariale significative. Les horaires seraient plus réguliers, avec moins de quarts de nuit, me donnant considérablement plus de temps avec Théodore et Margot. Pendant ce temps, j'ai entendu par le réseau familial qu'Antoine et Céleste connaissaient des difficultés importantes. Sans moi là pour aider avec les responsabilités ménagères et la garde d'enfants d'urgence, ils trouvaient difficile de gérer efficacement leurs propres responsabilités. Ma mère, maintenant dans la soixantaine, était épuisée d'essayer de suivre un bébé actif tout en maintenant aussi la maison sans mon aide quotidienne. Quand nous sommes allés à ce premier dîner du dimanche 2 semaines plus tard, l'atmosphère était tendue mais civile. Antoine et Céleste étaient nettement moins suffisants et exigeants, réalisant peut-être enfin que ma présence avait en fait rendu leur vie plus facile de manière qu'ils avaient complètement tenue pour acquise. Le plus important, Théodore et Margot étaient manifestement plus heureux que je ne les avais vus depuis des années. Le professeur de Théodore a rapporté que sa concentration et sa participation s'étaient améliorées dramatiquement, et Margot s'épanouissait dans ses cours de clarinette, pratiquant quotidiennement dans sa propre chambre sans crainte d'être réduite au silence ou critiquée pour poursuivre sa passion. Un soir, alors que je bordais Margot, elle a dit quelque chose qui a confirmé que j'avais pris la décision absolument correcte. « J'aime notre maison, maman », a-t-elle dit somnolente. « J'ai l'impression que je peux vraiment respirer ici. » De toute la validation que j'aurais pu recevoir, la simple déclaration de ma fille signifiait le plus. Nous avions créé un foyer où mes enfants pouvaient respirer librement, littéralement et figurativement, et cela valait tout ce que nous avions enduré pour arriver ici. 6 mois après notre départ dramatique de la maison de mes parents, nos vies s'étaient transformées de manière que j'aurais à peine pu imaginer. Notre petite maison de location était devenue un vrai foyer, rempli de rires, d'œuvres d'art fièrement affichées sur le réfrigérateur, et le chaos confortable de la vie familiale authentique. Théodore et Margot s'étaient absolument épanouis, leur confiance naturelle revenant alors qu'ils s'installaient dans un environnement où ils étaient vraiment valorisés et respectés. Ma promotion au poste d'infirmière-chef avait apporté non seulement un meilleur horaire et un salaire augmenté, mais aussi de nouvelles responsabilités professionnelles qui me défiaient et m'épanouissaient de manières inattendues. Pour la première fois de ma vie adulte, j'avais l'impression de vraiment prospérer plutôt que de simplement survivre de crise en crise. Notre relation avec mes parents a évolué vers quelque chose de prudemment cordial.
Les dîners du dimanche sont devenus une tradition mensuelle avec des limites claires établies et la plupart du temps respectées. Ma mère a lentement commencé à reconnaître le favoritisme systématique qui avait imprégné notre dynamique familiale, bien que mon père lutte encore à voir son rôle dans ce qui s'était passé. J'ai beaucoup réfléchi à l'automne dernier, a dit ma mère lors d'une de ses visites chez nous. Elle avait commencé à venir occasionnellement seule, sans la présence dominante de mon père. Je ne me rendais pas compte à quel point nous blessions Théodore et Margot avec notre comportement. Qu'est-ce qui t'a finalement fait le voir ? Ai-je demandé, sincèrement curieuse de son évolution. Elle a soupiré, paraissant plus âgée que ses années. Après votre départ, rien n'était plus pareil. Antoine et Céleste sont restés encore un mois, mais sans toi là pour tout gérer, j'étais complètement dépassée d'essayer de maintenir la maison et d'aider avec Maxime. J'ai commencé à réaliser combien tu contribuais, combien je t'avais complètement tenue pour acquise. C'était ce qui se rapprochait le plus d'une excuse que j'avais reçue, et je l'ai acceptée comme telle. Et puis, a-t-elle continué, Antoine et Céleste ont commencé à se disputer constamment sur la garde d'enfants, sur la rénovation qui ne semblait jamais progresser, sur les responsabilités financières. Ils ont déménagé dans leur maison avant Noël, même si les travaux de construction n'étaient pas finis. Je n'étais pas surprise. Antoine et Céleste avaient toujours présenté un front uni en public, mais j'avais aperçu des fissures dans les fondations de leur relation. Sans le tampon de l'approbation constante de mes parents et mon soutien pratique quotidien, ces fissures s'étaient apparemment élargies en problèmes véritables. Comment vont-ils maintenant ? Ai-je demandé, plus par politesse que par inquiétude sincère. Ils sont en thérapie de couple, a admis ma mère. Ton père pense que c'est des sottises complètes, mais je pense que ça pourrait vraiment les aider. Céleste est retournée travailler à temps plein, et il lutte considérablement avec les arrangements de garde d'enfants. J'ai hoché la tête, ressentant une brève pointe de sympathie malgré tout. La parentalité était difficile dans les meilleures circonstances, et leur relation n'avait jamais semblé construite sur les fondations émotionnelles les plus solides. Le changement le plus significatif, cependant, était dans mes enfants eux-mêmes. L'anxiété de Théodore avait pratiquement disparu, et sa créativité naturelle avait ressurgi avec une force saisissante. Il avait rejoint un programme artistique après l'école et prospérait sous le mentorat d'un professeur patient qui reconnaissait et nourrissait son talent véritable. Margot avait intégré l'orchestre avancé de l'école et envisageait sérieusement d'essayer pour l'équipe de football au printemps, finalement capable de poursuivre ses deux passions sans critique constante ou rejet. Un soir, alors que nous étions assis ensemble à travailler sur un puzzle complexe, un rituel familial tranquille que nous avions établi dans notre nouveau foyer, Margot a abordé le sujet de ses grands-parents avec sa franchise caractéristique. « Maman, pourquoi penses-tu que grand-mère et grand-père nous ont traités si différemment de Maxime ?» a-t-elle demandé prudemment, ajustant une pièce difficile. J'ai considéré ma réponse pensivement. Je pense que les gens développent parfois des idées fixes sur les autres qui leur rendent difficile de voir les situations clairement. Grand-mère et grand-père ont toujours vu oncle Antoine comme spécial et méritant une attention particulière. Quand il a eu Maxime, ils ont automatiquement transféré ces mêmes sentiments sur lui. Mais nous sommes aussi leurs petits-enfants, a souligné Théodore avec une logique simple. Oui, vous l'êtes absolument, ai-je accepté. Et ils vous aiment vraiment. Ils ne savaient juste pas comment le montrer également ou équitablement. C'est pour ça qu'on est parti, a demandé Margot. Parce qu'il n'était pas juste. Nous sommes partis parce que tout le monde mérite d'être traité avec respect et gentillesse, j'expliquais. Quand cela n'arrivait pas de manière constante, nous avons dû créer notre propre espace où nous pouvions tous prospérer. Théodore a hoché pensivement. J'aime mieux ici de toute façon. Chez grand-mère et grand-père, j'avais toujours l'impression d'être dans le chemin de quelque chose d'important. Tu n'es jamais dans le chemin ici, l'ai-je assuré avec une conviction complète. C'est ta maison, et tu appartiens ici exactement comme tu es. La conversation a glissé vers d'autres sujets, mais j'ai été frappée par la maturité avec laquelle il traitait ce qui était arrivé à notre famille. Les enfants étaient remarquablement résistants quand on leur donnait sécurité, constance et communication honnête. En avril, une opportunité inattendue s'est présentée. Une petite maison de 3 chambres dans notre quartier a été mise en vente, exactement dans ma portée financière grâce à ma promotion et à mes économies prudentes au cours des derniers mois.
Après consultation avec un courtier hypothécaire et examen approfondi de mes finances, j'ai fait une offre qui étirait mon budget mais semblait gérable. À ma surprise et joie absolue, elle a été acceptée. Devenir propriétaire avait été un rêve lointain quand nous avions quitté la maison de mes parents, quelque chose que j'espérais dans un futur nébuleux. Maintenant, moins d'un an plus tard, cela devenait réalité. La maison avait besoin de quelques mises à jour cosmétiques, mais était structurellement solide et dans un excellent emplacement. Le plus important, elle serait complètement nôtre. Quand j'ai partagé la nouvelle avec les jumeaux, leur excitation était absolument contagieuse. Ils ont immédiatement commencé à planifier comment ils décoreraient leurs chambres individuelles, quelle couleur nous devrions peindre la porte d'entrée, où nous planterions un jardin dans la petite cour arrière. « Est-ce qu'on peut avoir un chien une fois qu'on emménage ?» a demandé Théodore avec espoir. « On verra », ai-je répondu, pas encore prête à m'engager immédiatement mais me réchauffant à l'idée. Un chien compléterait notre petite famille de plusieurs façons significatives. Le processus d'achat de la maison a ramené mon père dans nos vies d'une manière inattendue. Malgré notre relation encore tendue, il avait une expérience extensive avec l'achat de maison et a offert de réviser le rapport d'inspection avec moi. Le toit a au moins 5 ans de plus, a-t-il dit alors que nous étions assis à ma table de cuisine en révisant les documents techniques. Mais tu voudras budgéter pour remplacer le chauffe-eau plus tôt que tard. Son conseil pratique était vraiment utile, et j'ai apprécié qu'il faisait un effort pour me soutenir sans essayer de contrôler ou critiquer mes décisions. Cela représentait un petit mais significatif changement dans notre dynamique. « Je suis fier de toi, Agathe », a-t-il dit de manière inattendue alors qu'il se préparait à partir. Acheter une maison indépendamment n'est pas un petit accomplissement. Les mots que j'avais aspiré à entendre la plupart de ma vie m'ont complètement prise au dépourvu. « Merci, papa », ai-je réussi à répondre. « Je sais que je n'ai pas toujours été juste », a-t-il continué en hésitant. « Ta mère et moi avons discuté extensivement de comment nous avons géré les choses. Je ne peux pas changer le passé, mais j'aimerais faire mieux à l'avenir. » Ce n'était pas une excuse complète, mais venant de mon père fier et têtu, cela semblait monumental. « J'aimerais ça aussi », lui ai-je dit honnêtement. Le jour où nous avons acheté la maison, Théodore et Margot étaient à l'école. J'ai signé les papiers seul mais pris une photo des clés pour leur montrer quand ils sont rentrés. Alors que je me tenais dans le salon vide de notre nouvelle maison, ma maison, j'ai ressenti une vague d'émotion si puissante qu'elle m'a amené les larmes aux yeux. Il y a 2 ans, j'étais une mère fraîchement divorcée, incertaine de mon avenir et dépendante du soutien conditionnel de mes parents. Maintenant, j'étais propriétaire, progressant professionnellement, et le plus important, offrant à mes enfants le foyer stable et aimant qu'ils méritaient vraiment. Le voyage avait été parfois douloureux, me forçant à confronter des vérités difficiles sur ma famille et moi-même. J'avais dû apprendre que mettre des limites n'était pas égoïste mais absolument nécessaire, que défendre mes enfants signifiait parfois s'éloigner de situations toxiques, et que ma valeur n'était pas déterminée par les perceptions ou l'approbation des autres. Nous avons emménagé dans notre nouvelle maison un samedi ensoleillé de mai, avec l'aide d'amis, de collègues, et oui, même de mes parents. L'atmosphère était festive alors que nous arrangions les meubles, déballions les cartons, et commandions des pizzas pour tous ceux qui avaient aidé à rendre cette transition possible. Le soir, quand seuls mes parents restaient, nous nous sommes assis ensemble sur ma nouvelle véranda arrière, regardant Théodore et Margot explorer leur cour avec une joie débridée. « C'est un bon foyer », a dit ma mère doucement. « Tu as exceptionnellement bien fait, Agathe. »« Merci », ai-je répondu, acceptant le compliment sans qualification ni doute. Alors que le soleil se couchait sur notre premier jour dans notre nouvelle maison, j'ai réfléchi sur le voyage qui nous avait amenés ici. La douleur de ce jour d'octobre, quand mes enfants avaient été jugés moins dignes que leurs cousins, s'était transformée en catalyseur pour un changement positif. Parfois les plus grandes trahisons mènent aux départs les plus nécessaires. Ce qui avait semblé être une fin, le jour où nous avons fait nos sacs et quitté la maison de mes parents, avait en fait été un commencement. Un commencement de respect de soi, de vraie indépendance, et de montrer à mes enfants ce que signifiait se défendre et défendre ceux qu'on aime inconditionnellement. La famille, j'avais appris, ne concernait pas seulement les liens du sang ou l'obligation. Il s'agissait de respect mutuel, de gentillesse constante, et du choix de valoriser chaque personne pour ce qu'elle était vraiment.
Mes enfants et moi avions créé notre propre unité familiale, forte et soutenante, et nous avions ouvert notre cercle pour inclure ceux qui nous traitaient avec la dignité et le respect que nous méritions. Alors que je bordais les jumeaux cette nuit-là dans leur propre chambre, dans notre propre maison, j'ai ressenti une paix profonde qui avait manqué de ma vie pendant des années. Nous avions survécu à la tempête et nous nous trouvions enfin sur un terrain solide. Avez-vous déjà dû prendre une décision difficile pour protéger le bien-être de votre famille? J'aimerais entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Si cela a résonné en vous, donnez s'il vous plaît un pouce en l'air à cette vidéo et abonnez-vous pour entendre plus d'histoires de la vraie vie sur surmonter les défis familiaux et trouver le courage de vous choisir. Rappelez-vous, parfois la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de faire vos sacs et créer la vie que vous et vos enfants méritez vraiment. Merci d'avoir écouté, et puissiez-vous toujours trouver le courage de défendre ce qui est juste, surtout quand c'est difficile. Parfois les gens qui devraient vous aimer le plus sont ceux qui vous apprennent que vous êtes plus fort que vous ne l'aviez jamais imaginé.